La première édition de cette soirée des lauréats est d'une grande importance aux yeux de l'association, car non seulement il s'agit de présenter aux personnes malades et à leurs proches les projets sur lesquels la RSLA base tous ses espoirs, mais aussi parce qu'il nous tient à cœur de remercier et de mettre à l'honneur tous les chercheurs qui, dans l'ombre, avec grand dévouement, permettent à la recherche d'avancer, et ce qui nourrit également tous ces espoirs. Comme le soulignait ce matin Anne-Sophie Lapointe à l'ouverture des journées de recherche, il est essentiel que les associations de patients comme la RSLA soient proactives aux côtés de la filière FISLAN. Notre rôle est de nous assurer que le patient reste bien au centre des préoccupations de tous. Découverte maintenant depuis plus de 150 ans, la SLA est une maladie neurodégénérative qui reste encore incurable à ce jour. Elle provoque une paralysie globale, les muscles ne répondent plus, le corps devient prison. L'impossibilité de se nourrir, de se mouvoir, de respirer, de parler entraîne un enfermement total. En découle un isolement social, une paupérisation accrue. En réponse à cela, depuis 1985, la RSLA soutient des milliers de personnes malades et leurs familles et agit pour améliorer l'accès aux soins pour tous et à lutter contre les inégalités sociales et également à stimuler la recherche. Ce soir, c'est notamment l'occasion de vous présenter les 12 projets retenus cette année par le Conseil d'administration pour le financement sur les conseils avisés du Conseil scientifique. Nous remercions chaleureusement ces porteurs de projets d'être parmi nous ce soir. Avant de leur donner la parole, nous allons écouter les témoignages de 5 personnes malades et de leurs proches qui livrent sans artifice, avec toute leur spontanéité, leurs ressentis et leurs émotions dans leur combat contre la SLA. Ces témoignages s'inscrivent dans la campagne de sensibilisation de la RSLA qui a débuté hier et qui va durer 10 jours. Le thème en étant le diagnostic de la SLA et après. Nous remercions les témoins qui ont accepté de prendre la parole et tout spécialement Catherine et Christophe qui sont présents ce soir. M'appelle Georges Clounet, c'est quand même un signe à chaque fois. J'ai pas super chaud. Alors officiellement le diagnostic a été apporté au mois de mars dernier, mais bon, j'avais des symptômes antérieurs. C'est un choc. C'est un tsunami, je dirais, dans la tête, parce que c'est tellement injuste. Pourquoi? Moi, je suis quelqu'un qui cherche à savoir le pourquoi des choses, pourquoi ça m'arrive à moi. Voilà. J'ai une vie saine, je suis sportive, j'étais sportive. Je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai donc une vie très saine. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est un Polaroid. Quelle est la marque de l'appareil photo? Instax. Instax. Voilà. D'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai fait beaucoup de films en costume. Ah. Beaucoup de films d'époque, ouais. C'est bien, ça aussi. Merci. Très bien, et c'est moi qui vous remercie. Voilà. Et vous travaillez avec quelle caméra? Ah, Sony. Sony, oui. Il y a des moments où je ne peux pas mettre la main sur mon bureau, je ne peux pas prendre la souris. Ça me met dans une rage folle. Il est vrai que je pense que la colère précède le désespoir.
c'est mon seul moyen de communication. Ok. Alors les symptômes en fait ont commencé en février 2021 et on a eu le diagnostic en décembre 2021. C'était très dur. Moi j'y croyais pas. Je me disais qu'il se trompait, que ça pouvait pas être ça. Maxime, lui, depuis le début des symptômes, en regardant sur internet, il est rentré un soir de la promenade du chien. Il m'a dit j'ai ça. Et j'ai dit mais non, c'est pas possible. Ça arrive. Voilà, normalement c'est la moyenne d'âge de cette maladie, c'est 60-70 ans. C'est une maladie rare. Je me dis tu peux pas avoir ça quoi. Et voilà, malheureusement le vernis est tombé et plus on avance dans le temps et plus on voit l'évolution. Et là, c'est sûr qu'il n'y a aucun doute que c'est ça, quoi. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement. Il y a un médicament qui prend, mais qui... Voilà, on ne sait pas si ça aide vraiment ou pas, quoi. J'ai dit, le jour où je suis dans un fauteuil roulant, vous me balancez par le balcon, que je disais à mes enfants, en rigolant, en la dérision. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans une chaise roulante et on avance. Et on avance et on a l'espoir, on a envie de faire encore un petit bout de chemin. Mais à un moment donné, je dirais stop. Oui, je comprends le sentiment, puisque je l'ai vécu moi-même. J'ai dit, le jour où je serai en fauteuil roulant, fini, terminé. Je ne veux plus. Et je suis encore là. Donc cette maladie, elle est bien évidemment handicapante, mais elle est aussi impactante au niveau mental, parce que là, votre cerveau, il réfléchit. Parce que dans cette maladie, votre cerveau reste intact, vos sens restent intacts, mais justement, ça vous permet d'analyser au quotidien l'enfermement dans lequel vous vous trouvez par rapport à cette maladie. Toute sa vie, on pense qu'on est immortel, et puis il y a un moment donné où on accepte qu'on est mortel. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai accepté d'être mortel, les choses se sont un peu passées mieux. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus vivre. La mort ne me fait pas peur, elle arrivera quand elle arrivera, mais voilà, c'est cette dégradation qui me fait peur. Et intérieurement, j'ai du mal à l'accepter. C'est pour ça que je vais avoir le libre choix de dire stop à un moment donné. Voilà. Mais lui, il vivait avec moi et vous voyez la dégradation au quotidien. Et ça, c'est vraiment ce moment où je lui dis que je suis condamnée. Il a pleuré, quoi. Moi aussi. C'est très dur de l'annoncer à ses enfants. C'est très dur. Dès que j'ai eu mon verdict, j'ai décidé de me battre et de me dire si j'ai ça, c'est qu'il y a une raison. Qu'en fait, quand il a su qu'il avait cette maladie, il s'est dit voilà, si c'est tombé sur moi, c'est qu'il y a une raison, c'est que voilà, je veux faire bouger les choses, je veux me battre pour vaincre cette maladie. Et le combat commence. Et le combat commence. Je suis fier de ma femme.
bien. Vous avez un très beau métier. Oui. Je confirme. Voilà. Et qui n'est pas toujours tout à fait bien reconnu. Alors, ces témoignages sont forcément extrêmement émouvants, mais moi ce que je retiens, c'est qu'ils sont surtout pleins de force. J'ai retenu le terme de combat, j'ai aussi retenu le terme de comprendre. Finalement, on a le même objectif ensemble, de combattre et de comprendre. La recherche, c'est comprendre, mais comprendre dans un but qui est de trouver de nouveaux traits. Alors, c'est certain qu'on fait face à une maladie complexe. Cette complexité, finalement, mais c'est un peu le cas souvent en science, au fur et à mesure qu'on commence à démêler les échevaux de ces maladies complexes, eh bien, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas une seule maladie, mais des maladies. Et on a coutume maintenant de dire qu'il n'y a pas une SLA, mais des SLA. Et donc que chaque cas est particulier. Donc ça, c'est vraiment un défi de la recherche. Et on peut le comprendre, une façon de le comprendre, c'est qu'on considère que cette maladie, comme d'autres maladies, est liée à une interaction complexe entre des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. La difficulté, c'est que cette interaction, ce poids d'un de ces facteurs est différent d'un patient à l'autre. Prenons un patient, c'est un patient qui vient nous voir et qui raconte que dans sa famille, eh bien, il y a d'autres cas de SLA. Là, le poids, il est du côté de la génétique. Seulement 5 à 10% des cas. Un autre patient, alors c'est plus rare, c'est un habitant d'une île perdue du Pacifique, qui s'appelle l'île de Guam, où étonnamment il y a plusieurs cas de SLA, enfin un nombre inhabituellement élevé. Eh bien, la raison de la SLA chez ce patient, c'est probablement lié à ses habitudes alimentaires et à l'ingestion du toxine. Voilà un cas où le poids il est du côté environnemental. L'île de Guam, c'est forcément pas un lieu extrêmement habité. Tous ces patients, voilà, ils n'habitent pas l'île de Guam, apparemment. Ils n'ont pas tous des antécédents familiaux. Et ils vont se situer dans, en fait, un état où la balance, elle est un peu à l'équilibre entre ces facteurs environnementaux et ces facteurs génétiques. Et je dirais que c'est ceux-là, finalement, qui sont les plus représentatifs. Et il y a des travaux récents qui montrent que environ 50% de la SLA s'explique par des facteurs génétiques. Il reste 50% de facteurs environnementaux. Vous avez vu la dame qui dit voilà, je ne comprends pas, moi j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Quel facteur environnemental a fait que j'ai développé une SLA? Et elle a bien raison de se poser la question, parce qu'il y a bien eu quelque chose. Le problème, c'est que la SLA reste une maladie rare, enfin, c'est aussi la plus fréquente des maladies rares, mais que c'est un obstacle pour isoler des facteurs environnementaux. Pourquoi? Parce que quand on veut isoler un facteur environnemental, l'outil, c'est de l'épidémiologie. L'épidémiologie, ça veut dire des statistiques, et des statistiques, ça demande des grands nombres. Mais les choses progressent grâce à justement les collaborations qui se font
au niveau national, européen et international pour essayer et on va y parvenir, à isoler ces facteurs environnementaux. Mais c'est vrai qu'actuellement, on manque encore de pistes, mais il y a des voies à explorer. La situation est complètement différente pour la génétique. Je ne vous apprends rien, l'explication de la génétique. L'explosion de la génétique. Alors pourquoi les facteurs environnementaux, on n'y arrive pas, puis la génétique, on trouve des choses incroyables, avec des outils fantastiques. Alors je dirais déjà parce que sans doute on sait un peu ce qu'on cherche, et puis en même temps on a les outils pour le faire. Les outils, autrefois, ils étaient compliqués. Enfin, en tout cas, isoler une mutation au sein d'un génome, un génome c'est énorme, eh bien ça demandait des années de travail. Il fallait rassembler beaucoup de cas d'une même famille, donc ça demandait du temps et c'était un effort de recherche considérable. Ce qui fait que pendant très longtemps, eh bien, le nombre de gènes isolés eh bien, restait relativement réduit et on avait encore une vue très très partielle des facteurs génétiques. Alors pourquoi ça a changé ? Ça a changé, il y a eu un saut qualitatif d'origine technologique, hein, comme souvent en sciences, qui est lié à l'arrivée des techniques de séquençage complet du génome. Hein, vous en avez entendu parler, c'est-à-dire la capacité de lire l'ensemble du génome pour aller trouver cette petite anomalie, cette petite mutation qui est nichée à l'intérieur du génome. Et pour ça, on dispose de ces outils qui s'appellent les séquenceurs, et puis d'outils informatiques, de puissances de calcul qui vont manipuler toutes ces métadonnées pour aller pointer vers une mutation. Alors, ce qui est sans doute le plus avancé, c'est ce qu'on appelle les gènes causaux, c'est-à-dire les gènes qui vont vraiment être à l'origine de la maladie. Hein. C'est ceux que j'ai dit avant, hein. C'est le poids, ceux pour lesquels le poids de la génétique est vraiment important. Et ces gènes causaux, on en connaît maintenant plus de 30. Alors, il y en a qui sont fréquents, d'autres qui sont plus rares, mais même ceux qui sont très rares, c'est très important de les connaître, parce que ce qu'on va regarder, c'est vers quelle voie vont confluer tous ces gènes, vers quel mécanisme. Et cette confluence vers des mécanismes va être utile aussi pour comprendre les formes sporadiques. Alors, un autre axe de recherche, alors très actif actuellement, c'est la recherche de gènes de susceptibilité. Vous voyez, c'est ce patient qui est 50% génétique, 50% facteurs environnementaux. C'est pour la dame, voilà, qui dit je ne comprends pas, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, aller chercher s'il y a un gène de susceptibilité, puis aussi quel est ce facteur environnemental caché qui a fait que cette combinaison des deux a fait qu'elle a développé la maladie. Alors, le chercheur a identifié une mutation. Il a peut-être aussi identifié une toxine dont il pense qu'elle va agresser le motoneurone. Mais en fait, il n'est qu'au début de l'histoire. Il va falloir qu'il comprenne pourquoi cette mutation ou ce facteur toxique est dangereux et comment cela vient perturber la machinerie cellulaire. Jusqu'à présent, il avait pour ça des modèles animaux très utiles qui se développent. Le problème, c'est qu'en général, ils reproduisent des formes génétiques. Et donc, le rêve du chercheur a toujours été d'aller analyser ces neurones dans des formes non familiales. Alors, ce n'était pas possible, évidemment, d'aller prélever
un morceau de cerveau ou de moelle épinière. Et là, aussi un saut qualitatif avec les méthodes, alors on appelle ça les cellules souches pluripotentes. Alors j'explique, c'est prendre n'importe quelle cellule du corps, la faire rajeunir, la faire revenir à l'état de cellules embryonnaires. Les cellules dans l'embryon, elles sont capables de tout faire. Et puis ensuite, en les manipulant en laboratoire, faire en sorte qu'elles se transforment dans la cellule qu'on veut étudier. Alors le neurone, mais pas seulement le neurone, parce qu'il y a d'autres cellules qui vont intervenir dans la maladie, comme les cellules de l'inflammation. Voilà notre chercheur donc, qui analyse son motoneurone, qui est capable de voir des anomalies de son fonctionnement, des anomalies électriques, et qui va trouver plein de voies utiles pour comprendre la maladie. Voilà que le médecin vient le voir. Écoute, moi, ce que j'aimerais bien que tu m'expliques aussi, c'est pourquoi chez un patient, la maladie elle évolue vite, pourquoi j'ai des patients qui ont des troubles intellectuels, pourquoi j'ai des patients qui ont d'autres manifestations. Et là, le chercheur qui est sur son motoneurone, ben, il a du mal à répondre. Et alors là, le chercheur, il va taper à la porte de gens qui sont capables d'avoir une vue plus large et qui vont regarder comment les neurones interagissent entre eux. Alors ça, maintenant, on a les outils, c'est les outils d'IRM. Non seulement on voit les aires qui ne fonctionnent pas, mais on voit comment ces aires cérébrales n'arrivent plus bien à communiquer entre elles. Et ça, c'est important parce que ça explique, ça va permettre de visualiser comment la maladie progresse. Parce que ça, c'est un mystère pour le neurologue. Pourquoi la maladie, elle va petit à petit atteindre, s'étendre sur un membre et atteindre un autre membre. Avec le but d'essayer de stopper cette progression et de voir comment elle s'arrête. Très bien, alors on me dit d'aller plus vite. 2022, une année charnière par la recherche fondamentale, j'en ai parlé, par la thérapeutique concrète pour les patients, la thérapie génique avec un traitement. Ça ne guérit pas la maladie, ce n'est pas le traitement miracle, mais ça modifie l'évolution de la maladie. 2 traitements qui sont applicables là dans des formes non familiales. Alors l'édaravone oral, alors il y avait l'édaravone IV, mais là une forme orale. Et puis l'AMX 0035 qui alors, a l'originalité d'associer 2 drogues et donc d'avoir un effet plus large sur des voies différentes. Et puis un autre progrès, moi je pense que c'est important d'en parler, c'est les plateformes d'essais thérapeutiques, c'est-à-dire la possibilité maintenant de mener en parallèle plusieurs essais, donc ce qui va beaucoup plus vite et ce qui coûte beaucoup moins cher pour les pharma et donc va permettre une translation, l'utilisation chez les patients beaucoup plus vite. Je vais très vite. Demain, disons dans ce projet, disons dans 3 ans, on est capable de prévenir la maladie. Ça paraît une idée un peu folle, mais en ce moment, à Paris, dans notre ville, on teste un traitement chez des patients, enfin c'est pas des patients, c'est des personnes qui portent un gène anormal, pour essayer, alors soit de retarder la maladie, soit de la prévenir complètement. Vous voyez, médecine préventive. Deuxième objectif, la médecine personnalisée. Je reviens à mon chercheur avec ses cellules souches, transformées en neurones. Il pourra être capable, chez un patient donné, de tester l'effet de ce médicament, des différents médicaments, sur ce neurone, le nouveau neurone, et de choisir le traitement le plus efficace. Alors, les développements technologiques, là, en ce moment, ils arrivent en grappe. Moi, je pense qu'il faut quand même insister sur la nécessité de partenariat entre le milieu académique et les entreprises privées, les startups. C'est comme ça qu'on arrivera à généraliser
des choses high-tech pour qu'elles soient disponibles pour tous les patients dont on a vu les témoignages. Voilà, on est dans un pays où on a la chance de pouvoir avoir un entrepreneuriat actif et donc de pouvoir créer cette synergie. Alors, voilà, la place de l'ARSLA, elle est centrale dans ce dispositif. Hein, en France, il n'y a pas d'équivalent, bien entendu, par son soutien à la recherche. Alors, on va citer ce projet assez incroyable, qui est le projet Pulse, hein, qui fait intervenir plein de centres, plein de chercheurs en France, qui est piloté par David De Vos, où on va étudier plein de facteurs biologiques, de l'IRM, de l'électrophysiologie, mettre ça dans des outils d'intelligence artificielle pour mieux analyser ces différentes formes de la maladie. Des chiffres, depuis 37 ans, 230 projets de recherche financés, 230, et puis plus de 10 millions d'euros dédiés à la recherche. Voilà les messages forts que je voulais vous transmettre. Maintenant, on va aller au cœur du comité scientifique de l'ARSLA avec mon collègue et ami Cédric. Merci Pierre-François. Bon, merci en fait à toutes et à tous d'être présents. Je suis extrêmement ravi en fait de présenter un petit peu les engagements de l'association auprès des chercheurs, que ce soit cliniciens ou biologistes, comme moi d'ailleurs. Et effectivement, l'association joue un rôle extrêmement important puisqu'elle s'est inscrite effectivement dans la trame qu'a présentée Pierre-François, cette grande trame thématique et les défis qui sont soulevés par cette pathologie, avec ces deux mots, effectivement, comprendre, pour mieux combattre effectivement cette maladie qui est vraiment dévastatrice. Alors, c'est vrai que l'association s'est engagée, évidemment, s'est attelée à une grosse tâche qui a été de soutenir la recherche, et aussi diverses et variées qu'elle puisse être en France, extrêmement active et dynamique, ça j'insiste, et je dois aussi insister sur le fait que sans l'association, il y a beaucoup de projets en France qui ne seraient pas menés, soit des projets de clinique ou des projets de fondamentaux. Alors c'est vrai qu'on peut, c'est une division, il y a beaucoup de chevauchements évidemment, là, comme l'a déjà un petit peu illustré Pierre-François, dans ces grandes thématiques, il y a le côté clinique. Donc évidemment, on part du patient, c'est, j'allais dire, le cœur, l'ADN même de l'engagement de l'association et de nos engagements en tant que biologiste et clinicien. Et ça couvre évidemment beaucoup d'aspects, hein. Ça couvre aussi bien la prise en charge des patients, des études observationnelles, des études de cohorte avec Pulse, qui est un très très bel exemple. Actuellement, j'ai plus de 500, je pense, patients qui ont été inclus. On a des données médicales, d'imagerie, des données effectivement de tissu biologique qui nous permettent évidemment, intuitivement, de pouvoir aller chercher des biomarqueurs, des marqueurs diagnostiques, pronostiques, et évidemment aider à mieux suivre et stratifier les patients. C'est un rôle extrêmement important dans le suivi thérapeutique des patients. L'autre aspect qui découle, comme l'a dit Pierre-François, en fait, de la clinique, c'est évidemment la génétique. C'est un outil extrêmement précieux, puisque une fois qu'on a une base moléculaire, en fait, qui semble sous-tendre la pathologie, nous, dans les laboratoires, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, le gène est une première étape extrêmement importante, puisqu'elle va nous permettre de modéliser en fait la pathologie, que ce soit dans des cellules, dans des boîtes de pétri, que ce soit dans des animaux aussi variés que le poisson, la souris, le zébrafiche, enfin le poisson, la mouche. Ça peut paraître un petit peu curieux, mais ce sont des outils qui sont extrêmement précieux pour nous. Et donc voilà, c'est comprendre un petit peu comment le génome est altéré aussi, et conduit à de nombreux défauts dans la cellule. Et j'en arrive donc effectivement à un aspect qui est aussi central, c'est comprendre les cascades moléculaires et cellulaires, j'accélère, qui s'y amènent effectivement au démantèlement des fonctions du neuromoteur, mais aussi à tout l'environnement du neuromoteur qui permet, dans un contexte de réseau, il faut aussi raisonner en réseau, que tout est vraiment lié, comment effectivement on arrive à avoir cette pathologie et surtout cette spécificité qui fait qu'on affecte vraiment que sélectivement le neurone moteur. Et j'en arrive finalement à notre ultime combat, qui est de développer des thérapies, de pousser au plus loin possible en fait ce qui a été découvert dans les laboratoires et aussi en clinique, chez le modèle animal, et évidemment avec l'idée derrière de pouvoir amener ça le plus près des patients. Alors, on s'est attelé à une tâche évidemment de
d'évaluer de nombreux projets scientifiques. On reçoit beaucoup de projets. Alors pas assez, parce qu'on en voudrait encore plus, c'est-à-dire au moins qui témoignent déjà d'encore plus de dynamisme et d'intérêt dans cette pathologie, mais on en reçoit beaucoup. Et donc on a effectivement constitué, il a été constitué donc en 2022, un nouveau conseil scientifique qui prenait la suite du professeur William Camus, qui lui-même prenait la suite de Philippe Bouratier. Et donc voilà, on a vraiment une combinaison en fait de biologistes, de cliniciens, avec l'idée de couvrir un maximum de champs de compétences et d'expertise pour pouvoir évaluer le plus neutrement, le plus impartialement, le plus pertinemment en fait l'ensemble des projets qui sont soumis. Donc on a effectivement, vous voyez un petit peu des cliniciens et des biologistes de France, un petit peu dispersés à droite et à gauche. On a aussi représentants de la société civile, je tiens à remercier, qui en fait une collègue finalement de Vaincre Alzheimer, qui connaît bien aussi les associations et les milieux associatifs contre les maladies neurodégénératives, et surtout Michel, je tiens à remercier, qui est un patient et qui est extrêmement assidu, et toujours présent en fait au conseil scientifique. Il a toujours, avec une pointe d'humour qui n'est pas désagréable, en fait toujours une vue extrêmement critique et évidemment de son ressenti à lui, qui nous est extrêmement précieuse, et j'insiste, ça nous est extrêmement précieux, parce qu'il y a beaucoup de choses et de discussions qui sont amorcées grâce à ses commentaires. Donc merci encore une fois Michel, et d'ailleurs je vais lui laisser la parole, ce sera effectivement plus simple. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Michel Perrozzo, je participe aux travaux du conseil scientifique de la HRSLA depuis 2019 en tant que représentant des patients. Je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui car j'étais censé le faire en 2019 et je n'ai pas pu me rendre à cette réunion. En effet, je me sentais un peu fièvre ce jour-là. Le lendemain, j'étais bien à la Pitié, mais pas dans le bon bâtiment. J'étais aux urgences. J'ai passé 35 jours dans le service de réanimation neurologique, dont intubé. Ce soir encore, il m'est difficile d'être avec vous. Mais fort heureusement, je ne suis pas aux urgences, mais bien chez moi. Je voudrais vous dire quelques mots pour renforcer l'importance de la recherche, pour trouver des traitements, pour donner de l'espoir aux malades. En effet, aujourd'hui, il y a des progrès incontestables, tant sur la compréhension de la maladie que sur sa prise en charge thérapeutique. Nous sommes à un tournant. C'est le moment d'investir dans la recherche sur la SLA et de ne rien lâcher. Merci pour le formidable travail que vous faites. Continuez. Les personnes atteintes de SLA et leurs familles comptent énormément sur vous. Alors, c'est vraiment juste pour illustrer un petit peu le périmètre d'action de la SLA, enfin de la RSLA, pardon. Alors, entre 2018 et 2021, on a eu à peu près 27 projets vraiment fondamentaux qui ont été menés dans les laboratoires de recherche, INSERM, CNRS, université, et puis une vingtaine de projets cliniques. Et ce qui est intéressant là de voir, c'est que finalement tous les grands centres et les grandes villes de France sont, j'allais dire, impliqués dans ce combat, avec différentes particularités. Alors c'est là ce qui est noté ici, c'est pas nécessairement, j'allais dire, la thématique de chaque laboratoire, mais c'est vraiment les thématiques qui avaient été soutenues dans un laboratoire particulier. Et ce qui manque malheureusement dans cette diapositive, ce sont les liens qui existent entre nous, entre cliniciens et biologistes, entre les différents laboratoires. Il y a un véritable réseau en fait collaboratif qui s'est installé avec les années. Donc sachez qu'on n'est pas ostracisé dans notre coin, on travaille vraiment ensemble. Il y a vraiment un travail effectivement collaboratif qui s'est mis en place, et ce sont souvent des travaux qui sont menés à plusieurs laboratoires, chacun ayant évidemment ses compétences et ses expertises, quoi. Alors, on va passer directement aux projets qui ont été financés cette année, et puis on va reprendre en fait un petit peu cette notion de thématique. On va commencer par la clinique. Alors, en fait, je vais reprendre directement les grandes thématiques, sachant que je vais laisser parler directement en fait, les lauréats, puisqu'ils nous ont fait la gentillesse de préparer une petite vidéo de quelques minutes où chacun explique effectivement son projet, ils en parleront beaucoup mieux que moi. On n'a pas encore reçu la vidéo d'Annie et puis d'Anthony Fourier. Donc je vais juste présenter effectivement le projet qui avait été retenu par Annie très brièvement. Il s'agit effectivement d'une étude observationnelle en fait sur le fardeau ressenti, porté par les patients et ressenti par les aidants. Donc c'est une étude observationnelle qui se mène à Marseille, à la PHM. Anthony Fourier, alors effectivement c'est de l'équipement qui a permis un petit peu de développer, c'est plus lié aux biomarqueurs, et puis c'est un système qui permet de détecter des protéines qui ont été mal repliées, enfin
des protéines qui causent effectivement la pathologie, mais qui ont des propriétés un petit peu, j'allais dire, altérées. C'est un équipement qui va permettre de détecter dans le sang ou le plasma de patient, effectivement, les défauts protéiques qui sous-tendent en fait la pathologie. Et je vais laisser à ce moment-là la parole à Pierre-François, de votre étudiante, sur le film suivant. Bonjour à tous, je suis Rida Trad, kinésithérapeute de formation. Grâce au soutien de l'ARSLA, j'ai la chance de réaliser une thèse de doctorat en sciences sous la direction de professeur Pierre-François Prada. Nous sommes convaincus que la révolution de la robotique va profondément transformer la prise en charge de l'handicap lié à la sclérose latérale amyotrophique. C'est ce que nous voulons démontrer avec une exosquelette de dernière génération dénommée Atalante. Même lorsque la paralysie des membres est complète, il permet de marcher sans besoin de soutien avec les bras, comme par exemple d'une canne. Notre but est d'évaluer le ressenti des patients à l'aide des questionnaires validés scientifiquement. Nous mesurons aussi à l'aide des textes extrêmement précis si des séances répétées améliorent la fonction motrice. Nous sommes une équipe rassemblant neurologues avec le docteur Timothée Langlais qui pilote l'étude ou encore des médecins rééducateurs. Nous sommes tout un team motivé, enthousiaste de jeunes kinésithérapeutes et d'APA, donc ce sont des spécialistes d'activité physique adaptée et puis surtout nos patients qui participeront et qui seront nos partenaires dans cette aventure. Il est temps maintenant de vous montrer une séance de l'exosquelette. Nous sommes ici au Centre de mobilité et d'activité physique adaptée où l'Institut pour la recherche sur la moelle épinière et l'encéphale vient d'ouvrir au centre de Paris. Merci Dorine, marraine du projet, de nous accompagner dans cette aventure. Il traite en fait de l'instabilité génomique d'un gène extrêmement important dans la SLA qui est C9ORF72, j'essaie de retenir le terme. Et puis celui de Patrick Vourch, qui travaille effectivement sur des variants génétiques de gènes déjà connus, mais effectivement il y a encore plein de questions sur les propriétés et les caractéristiques génétiques de ces variants. Je voudrais chaleureusement remercier l'ARSLA pour avoir sélectionné notre projet de recherche. Ce projet se focalise sur la forme génétique la plus fréquente de SLA ou maladie de Charcot, qui est liée à des mutations d'hexanucléotides de répétition G4C2 dans le gène C9ORF. Et notre but, assez ambitieux, est de mieux diagnostiquer cette maladie, mieux la comprendre et mieux traiter les patients. Pour cela, nous avons développé un nouveau modèle expérimental qui consiste à générer à partir de cellules de la peau des patients des cellules souches pluripotentes induites qui vont ensuite être différenciées et maturées en organoïdes cérébraux ou mini-cerveaux. Et nous avons développé une nouvelle méthode pour déterminer avec précision et sensibilité la longueur de ces répétitions qui peuvent atteindre 1000 voire 10 000 unités dans le cerveau, méthode de cartographie génomique optique que nous avons brevetée avec l'INSERM. Et nous sommes un peu fiers d'annoncer les premiers résultats qui montrent qu'en effet, grâce à cette méthode, nous pouvons analyser avec finesse l'instabilité de ces expansions de répétition dans les organoïdes. Donc, reste à remercier encore une fois l'ARSLA, son comité scientifique, nos tutelles, les patients et les collaborateurs dans le laboratoire qui œuvrent tous pour le succès de ce projet. Bonjour, donc je me présente, Patrick Vourch, je suis professeur à la faculté de médecine de Tours et membre de l'unité de recherche iBrain, donc Université de Tours INSERM. Donc je vais vous présenter en quelques mots le projet de recherche Varials qui a été financé par l'ARSLA cette année. Donc ce projet porte sur l'analyse
de la fonction de variants génétiques dans la maladie, ceci en étudiant des marqueurs précoces de la mort neuronale. Donc, comme vous le savez, actuellement, il y a de nombreuses études précliniques ou cliniques qui ont pour but d'essayer des thérapeutiques dans la SLA, ceci en ciblant des sous-groupes de patients porteurs de telle ou telle mutation dans des gènes majeurs de la SLA. Dans une étude récente, en lien avec la filière de soins Filslan, nous avons montré de nombreux variants génétiques de signification inconnue chez des patients SLA. Donc, le but du projet Varials est d'aller étudier la fonction de ces variants, voir si oui ou non ils sont pathogènes. Ceci grâce à deux grands modèles. Tout d'abord, le modèle des cellules, de la culture des cellules neuronales, des neurones moteurs in vitro, d'une part, qu'on fera à Tours, et d'autre part, grâce à l'utilisation d'un modèle zebrafish, ou poisson zèbre, ceci via une collaboration avec des collègues de Nîmes Montpellier. Donc l'ensemble de ce travail sur Varials va aussi permettre de voir si des nouvelles thérapeutiques en développement, et en particulier des anticorps monoclonaux, peuvent ou non reconnaître les cibles mutées chez les patients. Donc tout ce travail, in vitro et in vivo, sera possible grâce à un financement de la RSLA et permettra, on l'espère, d'apporter aux laboratoires de diagnostic moléculaire hospitaliers des nouveaux outils pour aller étudier la fonction de mutation à découvrir dans les prochains temps. En vous remerciant. Avec tout ce qui est moléculaire et cellulaire, donc vous voyez, ça implique des projets. Alors le projet porté par Sandrine Bertrand à Bordeaux, Gilles Elbeck à Strasbourg, Daniel Pétry à Strasbourg, Chantal Sy à Strasbourg, extrêmement actif à Strasbourg, Frédéric Scoms à Montpellier, et puis Benoît Schneider à Paris. Donc, le mieux, c'est de laisser parler. Je ne vais pas avoir un bilan comptable de chaque projet, ça sera mieux de les laisser s'exprimer là-dessus. Bonjour, je m'appelle Sandrine Bertrand, je suis directrice de recherche au CNRS et j'exerce mes activités de recherche à l'INSIA, l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, à Bordeaux, laboratoire qui fait partie de Bordeaux Neurocampus. Alors, je travaille depuis de nombreuses années sur la sclérose latérale amyotrophique, donc la SLA, et actuellement, je m'intéresse plus particulièrement au rôle du système nerveux végétatif, le système nerveux autonome, dans cette pathologie. Alors, grossièrement, notre système nerveux est organisé en deux grands blocs, le système nerveux somatique, qui contrôle nos muscles de manière volontaire, et le système nerveux végétatif, qui contrôle l'ensemble de nos grandes fonctions, c'est-à-dire la digestion, le rythme cardiaque, la pression artérielle, la thermorégulation. Donc, toutes ces fonctions qui sont adaptées en permanence dans notre organisme et dont nous n'avons pas particulièrement conscience. Alors, la SLA, c'est une pathologie qui affecte les neurones qui contrôlent nos muscles, mais nous savons que ce couple neurone-muscle ne fonctionne pas seul et qu'une partie de ces fonctions se font en interaction avec ce système nerveux autonome. Par exemple, la contraction d'un muscle, elle est fonction de l'irrigation sanguine de ce muscle et de la pression artérielle qu'il y a dans ce muscle. De la même manière, on sait que la transmission nerveuse entre donc, notre système nerveux somatique et les muscles est sous le contrôle de ce système nerveux autonome végétatif. Donc, ce que nous faisons au laboratoire depuis quelques mois et grâce au financement donné par l'ARSLA, c'est d'utiliser un modèle murin de la sclérose latérale amyotrophique, donc les souris SOD qui miment la SLA humaine, et nous regardons sur ce modèle animal s'il y a des altérations du système nerveux, du fonctionnement du système nerveux autonome qui pourraient soit initier, soit contribuer à l'évolution de la SLA. Je m'appelle Gilles Elbeck et je suis doctorant au sein de l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives de Strasbourg et je travaille sous la supervision de Mathilde Cordereau-Rosquin. Nous étudions le fonctionnement des réseaux de neurones qui participent au contrôle des fonctions motrices et sensorielles. La SLA se caractérise par la dégénérescence de plusieurs populations de neurones du système moteur, des motoneurones inférieurs situés notamment dans la moelle épinière et qui contrôlent les muscles, et les motoneurones supérieurs qui transmettent l'information provenant du cerveau vers la moelle épinière et qu'on appelle aussi neurones corticospinaux. L'origine de la SLA est encore mal comprise. Une des hypothèses faites à partir d'observations chez les patients atteints de SLA est l'existence d'une hyperexcitabilité dans le cortex cérébral qui pourrait se propager le long des voies de sortie du cortex et plus particulièrement de la voie corticospinale pour ensuite perturber et affecter les motoneurones inférieurs.
Notre projet a pour but d'investiguer l'activité fonctionnelle de ces neurones corticospinaux chez des modèles de souris afin de mieux comprendre leur rôle dans l'évolution de la pathologie. Ce projet réside dans la combinaison d'approches expérimentales, d'une part dans les enregistrements électrophysiologiques couplés à des techniques de ciblage et de stimulation permettant d'enregistrer précisément l'activité des neurones bien définis dans le cortex cérébral. Et d'autre part, un système de capture du mouvement qui nous permet de suivre la position des membres de l'animal dans l'espace. De cette manière, nous pouvons relier précisément l'activité de ces neurones dans le cortex avec les différentes phases du mouvement. Ces observations effectuées à des moments précoces de la maladie fourniront de nouvelles informations afin de mieux comprendre leur rôle dans l'évolution de la pathologie. Initialement, mon travail de thèse vise à étudier ces neurones corticospinaux dans un contexte physiologique, et nous remercions l'ARSLA qui, grâce à son financement, nous permet d'étendre cette étude au contexte pathologique de la SLA. Bonjour, je m'appelle David Pietri, j'ai 26 ans et je suis actuellement en 3e année de thèse à l'IHBMC à Strasbourg. Je travaille dans l'équipe du docteur Nicolas Charlet sur les maladies à gain de fonction d'ARN. Le sujet de ma thèse est la structure et la fonction du complexe C9orf72, SMCR8, WR41 et son implication dans la sclérose latérale amyotrophique. La principale cause génétique de la SLA est une expansion de répétition G4C2 dans le gène C9orf72. Ces répétitions provoquent des modifications épigénétiques de l'ADN qui réduisent l'expression de ce gène. Cependant, on connaît peu de choses sur les rôles moléculaires et cellulaires de cette dernière. Récemment, nous avons découvert que cette protéine forme un complexe stable avec les protéines SMCR8 et WR41. Toutefois, une grande partie de ce complexe n'est pas résolue en raison de sa flexibilité conformationnelle, probablement parce que d'autres protéines sont nécessaires pour le stabiliser. J'ai donc cherché de nouveaux interactants de C9orf72 et il était possible d'en identifier un nouveau, Arle4, une petite GTPase de fonction mal connue. En parallèle, j'ai découvert que la protéine C9orf72 localise dans les lysosomes, après activation de l'autophagie, un processus induit lors de la privation de nutriments prolongés qui permet aux cellules de survivre, où C9orf72 régule alors un mécanisme nouvellement décrit nommé reformation autophagique des lysosomes. En premier lieu, j'explorerai donc la structure du complexe C9orf72 avec Arle4 par cryo-EM afin de stabiliser le complexe et résoudre ses parties manquantes et ainsi mieux comprendre les fonctions moléculaires de la protéine C9orf72. En second lieu, il sera important de clarifier le rôle de C9orf72 dans la reformation autophagique des lysosomes, car cette nouvelle fonction de cette dernière peut clarifier le rôle suspecté de longue date de C9orf72 au niveau des lysosomes. En conclusion, mon travail révèle un nouveau partenaire du complexe C9orf72 et une nouvelle fonction pour ce complexe dans la biogénèse des lysosomes, qui pourra ainsi ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques pour cette maladie. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans l'ARSLA qui me permettent de financer et mener à bien cette 4e année de thèse, en espérant faire avancer la recherche sur cette maladie dévastatrice qu'est la SLA. En vous souhaitant une bonne soirée et merci beaucoup. Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier l'ARSLA et ses différents donateurs sans qui ce projet de recherche ne serait pas possible. Donc, je suis chercheur à l'INSERM dans l'équipe du docteur Luc Dupuis au Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg. Et notre projet de recherche concerne l'étude de NUP50. Nous nous sommes intéressés à cette protéine car le docteur Salim Mega dans le laboratoire a pu identifier en comparant des séquences ADN de patients atteints de SLA à des patients non atteints, des variants qui vont conduire à des changements d'acides aminés dans la protéine qui peuvent provoquer donc des modifications de la fonction de cette protéine et augmenter ainsi le risque de développer une SLA. Donc la protéine NUP50, c'est une protéine qui est présente au niveau du pore nucléaire et qui est impliquée dans un certain nombre de processus comme le transport nucléocytoplasmique. Et également, donc, elle est capable d'interagir avec différents partenaires, donc l'importine alpha et la protéine NUP153. Donc, notre projet de recherche consiste dans un premier temps à étudier l'effet de ces variants sur les fonctions de cette protéine et sur ces différents interactants. Donc, pour cela, nous allons cloner ces différents variants et les exprimer dans des cellules immortalisées. Et dans un second temps, donc, nous souhaitons étudier également l'importance, enfin les conséquences de la perte de NUP50 dans un modèle un peu plus physiologique et plus proche des cellules qui sont touchées dans la SLA, donc les motoneurones. Et pour cela, donc, nous allons étudier la perte donc, de NUP50 dans des cellules iPS différenciées en motoneurones. Et nous souhaitons tout d'abord étudier donc,
les conséquences de la perte de cette protéine sur la survie cellulaire, sur la différenciation en motoneurones et également donc sur le transport nucléocytoplasmique et étudier les conséquences de la perte de NUP50 au niveau de l'ADN afin de voir donc comment la perte de cette protéine ou les variants peuvent augmenter le risque de conduire à une SLA. Voilà, je voudrais vous remercier l'ARSLA et différentes personnes impliquées dans ce projet. Je m'appelle Frédéric Scamps et je suis chargée de recherche INSERM. Je travaille à l'Institut des neurosciences de Montpellier. Mon projet porte sur l'identification et la fonction de gènes marqueurs des sous-populations des motoneurones de la moelle épinière. En effet, les motoneurones de la moelle épinière sont composés de différentes populations impliquées dans des fonctions musculaires précises, comme l'effort bref et intense, la marche et la posture. Dans la sclérose latérale amyotrophique, on sait que les motoneurones les plus vulnérables à la maladie sont ceux impliqués dans les efforts courts et intenses, alors que les plus résistants sont ceux impliqués dans la posture. Nous avons pu identifier différents types de motoneurones par leurs propriétés électriques, qui est le mode de communication entre les neurones, mais qui est également le mode de communication entre les motoneurones et les muscles. Et à partir de ces motoneurones identifiés, nous avons extrait leur ARN. À partir des banques d'ARN que nous avons séquencées, nous avons pu identifier tous les gènes de l'activité électrique exprimés dans ces motoneurones vulnérables et résistants à la maladie. Le financement de l'ARSLA sur 3 ans va permettre maintenant de valider l'expression et la fonction de nouveaux marqueurs moléculaires des populations des motoneurones qui ont été identifiés à partir de leur fonction électrique. On pourra aussi évaluer leur potentiel thérapeutique sur un modèle animal de la maladie. Je remercie le soutien de l'ARSLA pour cette recherche fondamentale et appliquée. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Schneider, je suis directeur de recherche au CNRS et j'anime l'équipe cellules souches signalisation et prions à l'Université Paris-Cité dans l'unité INSERM UMRS 1124. Un objectif majeur de mon équipe vise à cerner les mécanismes à l'origine de la mort des neurones dans les maladies neurodégénératives amyloïdes. Et en 2013, nous avons été les premiers à montrer des mécanismes de neurodégénérescence communs aux maladies à prions et à la maladie d'Alzheimer. Dans ces deux pathologies, les prions pathogènes, comme les peptides A-bêta de l'Alzheimer, se fixent à un même récepteur à la surface des neurones, déclenchant une cascade d'événements neurotoxiques. Dans la sclérose latérale amyotrophique, de nombreuses études ont établi que la mort des motoneurones est associée à la formation d'inclusions intracellulaires de protéines anormales, comme les formes mutantes de la superoxyde dismutase 1. Néanmoins, ces protéines anormales sont également retrouvées à l'extérieur des neurones. Et donc, nous avons émis l'hypothèse que ces protéines, impliquées dans la SLA, pouvaient, à l'instar des prions pathogènes et des peptides A-bêta de l'Alzheimer, induire la dégénérescence des motoneurones en se liant à un ou plusieurs récepteurs à la surface des motoneurones, générant alors des signaux délétères pour ces cellules. En exploitant différentes lignées cellulaires et des cultures de motoneurones de souris, nos travaux en cours identifient un récepteur membranaire de la superoxyde dismutase 1. Et nous montrons que l'interaction de ce récepteur avec la superoxyde dismutase enclenche une cascade d'événements qui rend les motoneurones hypersensibles à l'inflammation et provoque leur mort. La caractérisation moléculaire de cette cascade d'événements nous permet d'identifier des effecteurs qui sont autant de cibles thérapeutiques potentielles contre lesquelles il est possible d'agir avec des composés pharmacologiques pour enrayer le processus neurodégénératif. L'enjeu du programme financé par l'ARSLA est d'avérer la pertinence de ces mécanismes de neurodégénérescence dans les souris modèles pour la SLA, ainsi que dans des échantillons de patients SLA. Et nous espérons que ce projet permettra de révéler de nouvelles cibles thérapeutiques, voire de proposer de nouvelles stratégies de traitement de la SLA. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Gosset, je suis doctorant en neurosciences en 4e année maintenant à l'Institut des neurosciences de Montpellier. Mon doctorat porte sur la propagation des protéines pathologiques dans la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Comme vous le savez probablement tous,
La SLA est une maladie neurodégénérative et on retrouve 90% des cas qui sont d'origine sporadique, sans cause connue, et seulement 10% des cas qui sont d'origine familiale. Dans les mutations familiales identifiées, on retrouve la superoxyde dismutase 1, la SOD1, et ce gène code pour la production de la protéine SOD1. C'est une protéine ubiquitaire que l'on retrouve donc dans tout l'organisme. Il a été montré ces dernières années que la mutation de cette protéine entraînait sa mauvaise conformation et sa propagation, engendrant alors une pathogénicité dans la maladie de la SLA. Au cours de mon doctorat, on a pu identifier un acteur présent dans la cellule qui est responsable de la sortie de la protéine SOD1. Cet acteur, c'est la déubiquitinase USP19. Mon doctorat a donc pour objectif de déterminer si USP19 a un rôle à jouer dans la propagation des protéines pathologiques dans la maladie de la SLA. Dans ce travail, nous avons déjà pu identifier, mettre en évidence que USP19 n'était présent que dans un seul type cellulaire dans le système nerveux central. Afin de déterminer l'implication du USP19, j'utilise des outils pour moduler son activité, à savoir la diminuer ou l'augmenter dans des cellules, ainsi que dans un modèle de souris mimant la pathologie de la SLA. Mon projet de recherche s'inscrit alors dans une démarche préclinique et a donc pour but de ralentir ou de stopper la progression de la maladie en utilisant la modulation du USP19. Enfin, je remercie le comité de l'ARSLA de m'avoir octroyé ce financement de 4e année de thèse pour mener à bien mes recherches. C'est extrêmement important. Et puis si quelques subtils détails vous auraient échappé, vous allez retrouver en fait le résumé des différents projets qui ont été soutenus en 2022 dans le prochain numéro d'Accolade que vous pouvez avoir sur le site. Je laisse là. Ouais. Merci encore. Alors, ce devait être Claude Desnuel qui parlait pour la conclusion, mais il n'a pas pu venir et donc il nous a envoyé un mot que je vais lire en son nom. Toutes mes excuses de ne pas être physiquement présent ce soir à Paris avec vous. C'est une grande déception pour moi, créateur, il y a 8 ans, lorsque je pilotais la filière nationale des soins, des journées recherche FISLAN ARSLA, et maintenant vice-président de la RSLA, où je m'applique à développer les liens avec les chercheurs scientifiques et les cliniciens chercheurs. Merci à tous, personnalités présentes, donateurs, adhérents, chercheurs de toutes appartenances et bien sûr lauréats qui y sont célébrés, ainsi que les présidents du conseil scientifique qui ont grandement contribué à la tenue de cette cérémonie. C'est un pas de plus en avant dans l'engagement de la RSLA dans la recherche, un pas de plus de la reconnaissance de ses actions et de la transparence de l'utilisation de ses budgets. Un grand merci aux équipes qui s'engagent dans le thème de la recherche sur la SLA et de plus qui soumettent leur travail au processus compétitif d'évaluation par le conseil scientifique de la RSLA. Merci aux experts qui participent à cette évaluation. Merci aux donateurs qui permettent de financer des projets pour inciter à la recherche dans le thème et d'avancer dans les connaissances des mécanismes biologiques de la SLA. Les journées de recherche qui se déroulent aujourd'hui et demain et qui sont l'occasion annuelle d'actualiser et de partager nationalement les connaissances sur la SLA, elles objectivent la place de la RSLA dans le financement de la recherche en France, puisque sur les 150 communications orales et postères environ qui composent le programme, près de la moitié indiquent bénéficier d'un budget octroyé par la RSLA. Bien sûr, nous appelons de nos vœux la poursuite de cet appel à projet annuel à RSLA et des bourses jeunes chercheurs qui lui sont associées, mais je voudrais aussi ce soir dire un mot d'action complémentaire de la RSLA dans le thème de la recherche. D'abord, il faut citer le programme Pulse, intégralement financé par la RSLA à hauteur de près de 1,5 million d'euros, auquel participent l'ensemble des centres SLA nationaux, CRMR et CRC, que nous remercions ce soir. Il contribue à constituer une cohorte multicentrique et multimodale visant à créer une banque de données multiparamétriques accessible à tous pour définir des biomarqueurs de l'évolution de la SLA et des sous-types de la maladie, de pronostics et de causes différentes qui permettront de mieux cibler les essais thérapeutiques. Enfin, conscient que les données de la recherche doivent bénéficier à ceux qui la financent, la RSLA s'oriente vers un soutien au développement des traitements pour la SLA.
En effet, il y a un grand fossé entre la recherche cognitive académique que cible l'appel à projet ARSLA annuel et le développement de molécules à visée thérapeutique identifiées par cette recherche. Il est nécessaire pour notre association de veiller à une bonne articulation entre ce que produit la recherche cognitive des laboratoires de recherche institutionnels et phase suivante, ce qui est développé en recherche appliquée comme traitement qui nécessite des compétences complémentaires. Il ne faut pas que des pistes thérapeutiques soient négligées faute d'espoir, d'application rapide et de rentabilité. La RSLA se doit d'être présente sur ce terrain. Maintenant, tous ensemble, nous devons trouver les fonds pour aller dans toutes ces actions complémentaires du soutien à la recherche. Nous ne doutons pas de votre aide et de votre soutien à tous les niveaux de compétences que représente chacun d'entre vous. Restons confiants dans l'avenir. Nous souhaitons catalyser et canaliser nos efforts dans l'objet de soulager les personnes atteintes de SLA. Donc, merci Claude à distance de bien conclure cette présentation. Je remercie tous les membres présents ce soir de nouveau et particulièrement les présidents du conseil scientifique qui, je pense, ont su mettre en relief tout ce que nous finançons et tout ce que nous avons à cœur de ces projets qui avancent. Voilà. Merci à tous. Je vous invite à prendre le cocktail prévu à la suite de cette soirée et je vous souhaite une excellente soirée.